Le Maroc n'était pas du tout, n'est-ce pas, mêlé à cette affaire. Que le SDEC ait des contacts à titre personnel, mais je crois qu'on ne peut pas douter de la bonne foi de Sa Majesté. Le prince héritier Hassan II a transmis au roi Mohammed V ma crainte lorsqu'ils ont décidé que nous partions ensemble dans le même avion que le roi. Je les ai mis en garde. Vous n'étiez pas d'accord là-dessus? Je n'étais pas d'accord, je les ai mis en garde contre les risques que courait le roi Mohammed V. Vous aviez-vous suggéré de prendre un deuxième avion, de ne pas voyager en avion? Absolument, c'est moi qui ai suggéré. Oui. Et bon, et puis il y avait aussi, je devais faire venir un bateau d'armement des États-Unis au Maroc, et c'est le prince héritier Moulay Hassan auquel je me suis adressé qui m'a dit: je vous donne la licence, je vous autorise à faire ça. Vous étiez dans cet avion, vous faisiez partie des 5 dirigeants du FLN détournés vers Alger ce 22 octobre 1956. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord le contexte? Pourquoi est-ce que vous vous rendiez de Rabat à Tunis ce jour-là? Eh bien, le but, c'était un but politique. L'idée, c'est d'aller à une conférence maghrébine avec les Marocains et les Tunisiens, qui permettent de modifier l'équation politique. Fini le tête-à-tête Algérie-France. Il fallait absolument que le problème devienne d'abord essentiellement un problème maghrébin, ce qui nous permet d'avoir un rapport de force. Donc l'enjeu était très important. Voilà, donc la conférence du Maghreb pouvait ouvrir la voie à... Voilà, c'est la raison pour laquelle vous avez pris cet avion ce jour-là. Alors la thèse de M. Haikal repose sur le fait que le roi Mohammed V devait vous conduire à Tunis à bord de son propre avion et que ce serait le prince Moulay Hassan II, qui fut après Hassan II, qui a fait en sorte que vous preniez un autre avion, celui qui a été détourné. Vous savez que l'armée n'avait pas besoin de complicité. Depuis le 1er novembre, l'armée cherchait à décapiter la direction du FLN pour désagréger les structures qui combattent en Algérie. Le SDEC était sur place. Il n'avait pas besoin de complicité. Le SDEC était sur place aussi à Tunis, il était sur place au Caire. C'est là-bas qu'ils ont essayé de décapiter le bureau du Maghreb. Donc, il était exclu qu'il y ait une complicité au sein du pouvoir marocain, puisque le prince héritier Hassan II a transmis au roi Mohammed V ma crainte lorsqu'ils ont décidé que nous partions ensemble dans le même avion que le roi. Je les ai mis en garde. Là-dessus. Je n'étais pas d'accord, je les ai mis en garde contre les risques que courait le roi Mohammed V. Vous aviez-vous suggéré de prendre un deuxième avion, de ne pas voyager en avion? Absolument, c'est moi qui ai suggéré. Oui. Et bon, il est évident que la responsabilité incombe au SDEC d'ailleurs. Les préparatifs de l'enlèvement sont assez parlants. Alors justement, on y revient. Au cours de ce vol, donc le DC-3 d'Air Maroc atterrit à Alger au lieu d'atterrir à Tunis, ce qui est une surprise. Et puis là, c'est l'armée qui vous attend et qui vous arrête. Les 5 donc, dirigeants du FLN qui se trouvaient à bord de cet avion. Quel était l'objectif principal de la France en réalisant cette opération? Ne parlons pas de la France, l'objectif de l'armée. Parce qu'en fait, c'est l'armée qui avait, je dirais, le monopole d'en finir avec la révolution algérienne. Donc, ils ont de tout temps essayé, d'un côté, de faire des offensives dans les montagnes, mais en même temps, d'en finir avec la direction extérieure. Et en vous arrêtant, en nous arrêtant, ça pouvait désagréger totalement l'organisation intérieure. C'était décapiter un peu la tête, enfin décapiter le FLN à ce moment-là. Voilà. Alors nous avons retrouvé une émission, Les Dossiers de l'écran, à laquelle vous avez participé. C'était en 1982 sur la 2e chaîne française. Regardons ensemble un court extrait de l'intervention de Max Lejeune, qui était en 1956 secrétaire d'État français aux forces armées. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait de l'interception d'un avion
Interception qui était demandée par le général commandant en chef en Algérie et par le général commandant la région aérienne de Nord d'Afrique, hein, Frandon. Il fallait une réponse tout de suite. J'étais secrétaire d'État à la guerre, chargé de suivre les opérations militaires en Algérie. Comme j'ai dit au président de la République, quand il m'a dit « Expliquez-vous, monsieur le secrétaire d'État », je lui ai dit « Monsieur le Président, vous m'avez choisi comme ministre chargé de faire ce que j'appelle moi la guerre en Algérie, car c'est une guerre, c'est pas une opération de maintien de l'ordre. J'envoie tous les jours des soldats du contingent en Algérie. Je vais derrière eux sur les théâtres d'opération. Je les décore de la médaille militaire en votre nom quand ils sont sur une civière étendue, inerte. Et vous auriez accepté que je laisse, moi, passer cet avion alors que les militaires en réclamaient l'arraisonnement. Je dis que n'importe quel ministre n'aurait pas pu donner un autre ordre que celui que j'ai donné. Il ne pouvait que couvrir les militaires. Alors, regardons aussi toujours dans ces dossiers de l'écran le journaliste écrivain Raymond Tournoux. Le général Frandon, commandant la 5e région aérienne, qui a joué un rôle capital, beaucoup plus que l'armée de terre dans cette affaire, qui nous avons porté un coup terrible à la rébellion. Alors, que pensez-vous de ces deux déclarations? Eh bien, la stratégie fondamentale de l'armée qu'exprime Max Lejeune et même l'autre personne qui était écrivain, c'est qu'il fallait à tout prix empêcher la conférence de se tenir parce qu'il pourrait y avoir des conséquences irréversibles en faveur d'une autre solution que celle de la guerre totale. Non, ce que je peux dire, c'est que les paroles de ces messieurs dénoncent d'une manière catégorique l'accusation de comment s'appelle ce journaliste-là, ce journaliste égyptien de Haïkal, oui. Puisqu'ils considèrent qu'ils sont dans une guerre totale et que dans cette dynamique, ils ne pouvaient que arrêter et priver la révolution algérienne de ses dirigeants. Alors, quelles ont été les réactions internationales à ce que vous appelez cet acte de piraterie? Ben, ça a été une levée de bouclier formidable. Oui. D'abord au Maroc. Ce qui était important du point de vue politique, du point de vue diplomatique, c'est la réaction très ferme, aussi bien du roi Mohammed V que du prince héritier, qui ont dénoncé. Et on ne peut pas ne pas quand même citer le fait que le roi Mohammed V a proposé de donner son fils en échange de la libération de ses hôtes, des hôtes qu'il avait reçus. Donc le roi Mohammed V avait proposé de vous échanger, vous cinq, contre son fils. Donc vous étiez, vous, emprisonné à Alger et de faire l'échange avec son fils. Ah, tout à fait, mais je crois que ce qui est important, la déclaration très forte du roi a eu quand même un retentissement formidable du point de vue de l'opinion et surtout du point de vue de la façon dont les Américains et les autres conçoivent. Parce que de tout temps, ils ont protesté contre la solution guerrière du problème algérien. Alors voilà. Sur l'impact international, on va regarder justement ce que dit Christian Pineau, le ministre français des Affaires étrangères de l'époque. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait de si grave dans cette opération? Il y avait d'abord un acte qu'aucun chef d'État français ne pouvait accepter à l'égard du sultan du Maroc. Vous étiez, enfin, les hôtes du sultan du Maroc. Il vous avait prêté un avion pour vous transporter dans un endroit déterminé. Nous ne pouvions pas, sans son consentement, à moins que vous ne violiez des lois internationales ou que vous ne couriez le risque de passer à proximité des côtes algériennes, nous ne pouvions rien faire sans son consentement. Et le roi du Maroc ne nous a jamais pardonné cet acte, c'est incontestable. La Tunisie, non plus. Bon, nous avons donc perdu de ce côté-là un certain nombre d'espoirs et nous avons mécontenté l'opinion internationale. J'ai eu des conversations nombreuses avec les Américains qui étaient absolument hors d'eux lorsque cet événement s'est passé et je dis qu'il a fortement contribué à l'attitude des Américains lors de l'affaire de Suez.
Dans ce fameux DC3 détourné, vous avez longuement parlé avec une journaliste, Ève Paré-Deschamps. Vous vous souvenez de ce que vous lui avez dit? Je me suis confié en disant maintenant l'affaire de l'indépendance de l'Algérie, ce n'est plus le monopole des Algériens, c'est le Maghreb. C'est une nouvelle stratégie. Pas une stratégie qui va faire basculer le Maghreb dans la guerre, mais on était persuadé que le rapport de force changerait. Vous voyez, le général de Gaulle sait très bien pourquoi il en est venu à mettre fin à la guerre. C'est parce que du point de vue international, du point de vue militaire, les choses risquaient d'y aller. Les Français avaient peur de perdre aussi la monarchie marocaine. Vous lui avez aussi transmis quelque chose au moment où vous avez été arrêté, je crois, cette journaliste? Oui, vous avez raison. Je me suis fié à elle, Oui. Je lui ai donné le document des résolutions de la Soumane. Et puis il y avait aussi, je devais faire venir un bateau d'armement des États-Unis au Maroc. Et c'est le prince héritier, Moulay Hassan, auquel je me suis adressé, qui m'a dit, je vous donne la licence, je vous autorise à faire ça. Alors cette fois, c'est vous qu'on va retrouver. C'était donc en 1982 dans cette émission Les dossiers de l'écran. Le Maroc n'était pas du tout, n'est-ce pas, mêlé à cette affaire. Que le SDEC ait des contacts à titre personnel, mais je crois qu'on ne peut pas douter de la bonne foi de Sa Majesté. Ceci dit, je pense que le SDEC n'avait pas besoin de complicité à l'échelon politique. Le SDEC s'était implanté non seulement au Maroc, mais en Tunisie et au Caire. Ce qu'on oublie dans la tentative de nous dérouter, c'est le fait que de tout temps, le SDEC, c'est-à-dire l'armée, a visé à décapiter la rébellion. De tout temps, la cible a été les leaders. Alors vous avez aussi beaucoup parlé à cette journaliste de la place qu'occupait le Maghreb dans votre combat pour la libération de l'Algérie. On va écouter pendant un court instant Ève Paré-Deschamps. Il y avait une atmosphère extraordinaire d'espoir. Vraiment, ce voyage à Tunis, cette conférence, pour nous tous, ouvrait la porte aux négociations. C'est ce qu'a dit M. Haït-Hamed. Ah oui, là, absolument, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. M. Haït-Hamed se souvient de l'atmosphère qu'il y avait à ce moment-là. Et vraiment, nous attendions beaucoup. Et en France aussi, on attendait beaucoup, je sais, de cette conférence. Le Maroc avait besoin de cette conférence, avait besoin de la paix. La Tunisie avait besoin de la paix. Ils étaient prêts à tout faire, ils l'avaient montré. Les Algériens étaient prêts à négocier. C'est M. Haït-Hamed. Les conversations que nous avons eues à Rabat avec le roi Mohamed V ont été très utiles. Nous avons des bases sérieuses pour une solution d'ensemble qui pourra être proposée à un gouvernement vraiment désireux de négocier. Il n'y a pas une solution marocaine, une solution tunisienne, une solution algérienne. Il y a une solution nord-africaine parce qu'il y a un problème nord-africain. Nous ferons une fédération des 3 pays d'Afrique du Nord. Oui, nous voudrions faire une fédération des 3 pays d'Afrique du Nord et après conclure avec la France une alliance étroite. Est-ce que vous rediriez la même chose aujourd'hui de la place qu'occupait le Maghreb dans votre combat pour la libération de l'Algérie? Est-ce que vous appelez cet acte de piraterie? Bien évidemment, bien évidemment. Vous savez, on ne peut pas tromper tout le monde et tout le temps. Et ce qui est important, c'est de remettre au peuple et aux individus le destin du Maghreb. أكيد غادي تقولوا لي شكون اللي روج لهذا الأكاذيب. أكيد الناس اللي هما عندهم مصلحة إلا كان ممكن نسميهم الناس. الأشخاص اللي هما طاروا ضد الثورة الجزائرية نفسها. الأشخاص اللي قتلوا محمد خيضر في 1967 يلا استقلت الجزائر. اللي روجوا لهذه الأكاذيب هما نفس الأشخاص اللي قتلوا كريم بن قاسم في 1970. الأشخاص اللي روجوا لهذه الأكاذيب هما نفس الأشخاص اللي قتلوا محمد بوضياف أمام أعينكم وأمام الكاميرات ديال الإعلام. اللي كيروج لهذا الشيء هما نفس الأشخاص اللي حكموا على حسين أيت حمد بالإعدام قبل ما يتمكن من الهروب من السجن ديالو ويمشي لسويسرا يعيش في المنفى. اللي كيقوم بهذا الشيء هما نفس الأشخاص اللي حكموا على محمد بوضياف بعد الاستقلال بالمؤبد وبعد ما مشى للمغرب وعاش فيه ل 30 سنة. نفس الأشخاص نهار اللي رجع هما اللي قتلوه أمام عدسة الكاميرات ديال العالم كله شاف هذا المقطع المؤلم.
اللي كيروجوا لهاد الاكاذيب هما نفس الاشخاص اللي شدوا بن بله وحطوه في الاقامه الاجباريه اللي قضى فيها ازيد من 15 سنه. اللي كيروج لهاد الاكاذيب هما الاشخاص اللي اليوم الا تكلمتي تدخل الحبس ولا كنتي على برا يحيدوا لك الجنسيه، ماشي المغاربه وسمحوا لي. وفي اخر المطاف غادي نقول لكم جابوها السبوعه وسرقوها الضبوعه. واذكركم مره اخرى ان الفتنه اشد من القتل. اذا نتمنى انكم تستفدوا من هذه الحلقه. نضرب لكم موعد ان شاء الله في حلقه قادمه. الى اللقاء.